Duvernois. Tu fais quoi quand il pleut, Nicolas Duvernois? Ben écoute, je reste chez nous et puis j'attends qu'il fasse soleil, puisque moi, je suis vraiment quelqu'un de soleil. Moi, je suis une plante, je suis un aloe vera. Je suis une plante. Moi, j'ai besoin qu'il fasse chaud, sec et soleil. T'es une plante grasse? Oui. C'est pour ça que je dois faire attention à ce que je mange. C'est très intéressant comme discussion, le taux de gras sur Nicolas Duvernois un lundi quand il pleut. Mais oui, on parlait, j'ai été voir un match de foot, le Montréal FC Montréal, je ne sais plus comment le dire, cette fin de semaine avec les Cocos. Vraiment cool. L'ambiance était le fun. On perdait 2-0, puis ça finit 2-2. Recommande ça et à qui? Oui, aux familles. Ben, je recommande ça à tout le monde. Tu sais, si on ne supporte pas nos propres équipes sportives, qui va les supporter? Moi, je crois qu'une ville... a besoin d'une pluralité de sports, pas juste du hockey. Dieu sait que j'aime les Canadiens, mais quand même. Écoute, mardi dernier, j'étais allé voir l'Alliance au basket. Mais dans les deux cas, est-ce qu'il y avait des gens dans les gradins? Absolument. Plein. Oui. Écoute, l'Alliance, oui, il y avait beaucoup de personnes. C'est très complexe, la relation entre les fans, les résultats sur le terrain, la famille Saputo. Tu sais, on le sait, là, à quel point c'est un peu touchy. C'est dommage parce que c'est un sport qui touche à toutes les générations et à toutes les origines, le foot, le soccer. Ouais. Et puis, un samedi, il faisait beau, on jouait contre une bonne équipe. J'aurais cru que ça allait être plein, ce n'était vraiment pas plein. Et puis, c'est dommage, mais quand même, c'était super intéressant. Puis, j'ai vu beaucoup de familles. Les billets sont très abordables. Et puis, non, c'est une belle sortie familiale. Moi, j'aime faire découvrir différents sports, différentes expériences à mes enfants, surtout quand c'est notre propre ville. En tout cas, de tout ça, on aura surtout retenu que c'est une plante. Hein? Oui, c'est un anolé. C'est ça, aloe vera, hein, très attention. C'est beaucoup ça que je garde. C'est facile d'entretien. Oui. Voilà, t'as tout compris. Exact. Qu'est-ce qu'on n'ose pas dire sur l'entrepreneuriat au Québec? Écoute, dernièrement, là, dans le Journal de Montréal, il y a eu plein d'articles sur l'entrepreneuriat. Et puis, c'est sûr qu'il y a des statistiques catastrophiques. Il y a le moins d'entrepreneurs depuis 1980. En 2026, c'est là où il y a le moins d'entrepreneurs. Et Dieu sait que je suis un entrepreneur, que ça a changé ma vie, premièrement. Mais Dieu sait qu'une société a besoin d'entrepreneurs. On voit les sociétés qui sont riches d'entrepreneurs. Il y a quand même une vitalité dans la société. Et on a regardé c'était quoi. Bon, le journal a fait une super job pour voir c'est quoi les 40 pépites. Ça, c'est très complexe à prédire, mais ils ont fait une super belle job. Plusieurs amis là-dedans. Mais malheureusement, je suis resté sur ma faim parce que... il y avait un manque, un éléphant dans la pièce. Il y a toujours un manque parce qu'on demande souvent aux entrepreneurs. Moi, je me suis lancé en affaires, la première fois, en finissant l'université, j'avais 24 ans. Ça a été un échec, la première entreprise, mais la deuxième fonctionne aujourd'hui. Pure Vodka, Romeo's Gin, ça fait 16 ans que je suis en affaires. Et puis, j'ai réalisé qu'il y avait une langue de bois chez les entrepreneurs parce qu'on est une toute petite société puis on n'ose pas dire la vérité. Puis ce matin, je me suis réveillé, j'ai pas dormi de la nuit. Et puis, j'ai réfléchi à ma chronique et puis je me suis dit, regarde, fuck off, moi, pas de langue de bois aujourd'hui. Moi, je dis ce que les entrepreneurs ont envie de dire, mais n'osent pas dire pour une raison quelconque. Parce que je crois que c'est le temps aussi, tu sais, si on veut réveiller la patente. Parce que, tu sais, si on dit juste, c'est dommage, il faudrait plus d'entrepreneurs. Si on dit juste, vous savez quoi, le repreneuriat existe, effectivement, c'est très important, lancez-vous là-dedans. Tu sais, c'est toujours un peu comme des évidences qu'on dit, j'ai envie de vous amener ailleurs. Ouais, puis attends, je veux quand même aussi dire une affaire. C'est pas un métier entrepreneur, c'est un profil. C'est un profil. Faut arrêter de dire je suis. C'est un choix de vie, surtout, tu sais, parce que c'est un profil. C'est pas du 9 à 5, là. Non. C'est ta vie. On travaille tout... c'est entièrement ta vie. Oui. C'est toujours en tête. Tu travailles tout le temps. C'est pas vrai, même quand on est rendu, nous, on a une belle PME, belle croissance. C'est pas vrai que je n'y pense pas 24 heures sur 24. Là. Loin de là, même si j'ai la meilleure équipe au monde. C'est juste que c'est aussi une passion, bien souvent, quand tu fais quelque chose puis que tu aimes ça. Moi, ça fait quand même 16 ans là, que je vends une à une des bouteilles puis des canettes. Fait que il faut que tu aimes ça. Je vais commencer fort. Je vais commencer très fort. La langue française. Tu sais qu'au Québec, on a une particularité presque mondiale sur le fait que les entrepreneurs doivent naviguer entre deux langues en permanence. Et c'est vraiment marcher sur des œufs de parler de langue française pour les entrepreneurs québécois. Mais attention, moi, je dis que c'est une langue, c'est beaucoup plus que juste des mots qui te permettent de parler. C'est une manière de réfléchir, c'est une manière de créer. Si on est aussi créatif, je crois que c'est parce qu'on entreprend en français. Cependant, la langue française, qu'on le veuille ou pas, parfois, très souvent même,
est un frein pour les entrepreneurs québécois. Pourquoi? Mais parce que c'est très complexe de toujours devoir naviguer entre respecter toutes les réglementations et tout ce qu'on doit respecter sur notre propre marché, donc en français, et puis d'avoir les yeux ouverts sur l'international ou de devoir travailler la langue des affaires principalement ou dominante, c'est l'anglais. Donc, ça crée quand même cette complexité-là. Et encore une fois, attention, il n'y a pas plus grand défenseur de notre belle langue. Cependant, c'est un défi, qu'on le veuille ou pas. Tu sais, quand je regarde certains entrepreneurs chinois qui, Dieu sait, qui n'ont pas besoin de parler anglais, mais qui parlent tout de même en anglais, ben, tu réalises à quel point l'anglais est central dans le monde des affaires. Mais eux autres aussi, ils dealent avec 2 langues? Oui, mais attends, eux, ils dealent avec une langue pour faire affaire, tandis que nous, on deal avec la langue française pour la sauvegarde littéralement de notre culture, de notre identité, de notre langue, mais on doit parler anglais pour faire affaire si on veut sortir à l'extérieur. Fait que, tu sais, oui, c'est un binôme les deux, mais pas avec la même relation. Un autre point qui touche un peu à ça, c'est qu'on est un village d'Astérix. Mm-hmm. Donc, bien entendu, ça fait en sorte qu'on a démontré qu'on était persévérant, résilient. On est une société tricotée serrée. On a vraiment démontré qu'on a une force de caractère. Cependant, on a développé, en se protégeant, un réflexe de protection ou isolationniste. Non, on est sorti de ça. En tout cas, la deuxième génération du Québec est sortie de ça, mais on a un réflexe isolationniste où on pense très souvent juste au Québec. Beaucoup d'entreprises que je vois, tu sais, au Dragon, j'en ai vu plus de 700 pitch. Tu sais, souvent, que ce soit le nom qu'ils choisissent pour leur produit ou leur entreprise, là, je dis pas que tout doit être en anglais, mais tu sais, les bonnes soupes de Gaétane.com, OK, mais tu sais, vous comprenez ce que je veux dire. C'est ultra complexe. Après, il y en a 1 sur 2 millions qui vont réussir avec les bonnes soupes de Gaétane au Texas. Mais tu sais, pour pouvoir grandir puis sortir du Québec, qui est un tout petit marché, on va se le rappeler, c'est super complexe. Donc, oui, c'est un avantage d'être un village d'Astérix, mais ça aussi, c'est un frein. Un des points qui... le ROC, le Rest of Canada. On nous casse les oreilles depuis le début de la guerre tarifaire avec le fait qu'il faut tout miser sur le commerce interprovincial. Bullshit. 2 mots en anglais. Bull, plus loin, shit. Okay. Les entreprises québécoises partent avec 2 prises dès qu'ils sortent de la province du Québec, surtout en Ontario, qui est pas mal le seul marché intéressant pour le potentiel puis la grandeur du marché. Okay. Mais ça, tout le monde en parle. Là. Que si tu dis que tu viens du Québec, là, déjà en partant, il n'y a pas de chance pour toi dans le reste du Canada. Mais pourquoi? Non, mais parce que la relation Québec-Canada a toujours été complexe. Mais je te dirais que... non, mais attends une minute, là, tu dis bullshit. Tu dis que toute cette musique-là qu'on entend dans l'actualité... Comme quoi, Mark Carney le premier, puis là, après ça, Rob, pour tout le monde. Ils sont tous là à dire, là, il faut faire tomber les barrières entre les provinces. Toi, tu dis bullshit. Non, ils peuvent le faire, puis il y a certaines industries ça va aider. Mais ça sera pas la majorité des entrepreneurs, ça va rien changer. Moi, ça a été beaucoup plus facile d'ouvrir un marché comme le Japon que l'Ontario. Sérieux? Ah, ben absolument, absolument. Aller faire une tournée en Ontario, c'est très complexe quand mais justement, ils veulent corriger ça, non? Non, mais ils veulent corriger la législation, mais pas le réflexe patriotique, disons, d'un Ontarien de Sudbury qui veut rien savoir d'un Québécois ou vice-versa. Là. Mais il y en avait une qui était venue à l'émission qui disait... C'est que le consommateur ultime, là... Ouais. Ben, tu vois que culturellement, il y a un conflit. Absolument. Oui. Ah, ouais, OK. Mais même à l'émission Les Dragons au Canada anglais, il y en avait une qui est passée à l'émission qui se les fait dire avant de passer parce que tu es Québécois, ça ne marchera pas ton affaire pour le show de télé. Absolument, absolument. Oui. Tu l'as vécu, toi? Ah ben oui, je l'ai vécu plusieurs fois. On le voit qu'il y a toujours un petit ressentiment. On le voit que c'est les Québécois francophones. On le voit qu'ils veulent pas... on a souvent une vision des Québécois à l'extérieur du Québec. Ils se prennent un peu pour les autres. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Fait qu'on le voit vraiment qu'il y a toujours ce regard un peu suspect quand un entrepreneur québécois, 100%, là. Là, je te dis pas que c'est le cas de toutes les entreprises ou toutes les industries, mais la majorité des entrepreneurs que je connaisse vivent la même réalité que moi. Là. Okay. Surtout quand tu vends un produit à un consommateur ultime. Là, les entreprises qui vendent des fils de fer pour des revendeurs de fils de fer, c'est une autre affaire. Okay. Moi, je vends un produit fini, là, une bouteille ou une canette à un consommateur. Donc, business to business, c'est pas si pire.
C'est pas business to consumer, c'est super compliqué. Ah ouais. Ouais. Mais je te dirais que dans d'autres provinces, il y a aussi d'autres combats. Hein? Parce que le Québec n'est pas la seule province qui est un peu en guerre contre tout le monde. Tu sais, les provinces de l'Est puis les provinces de l'Ouest, ils s'entendent pas non plus. Là. Okay. Donc, tu sais, c'est vraiment intriguant de voir ça naviguer. Un autre point, c'est l'impatience du retour sur investissement. Et ça, c'est un point qui est vraiment, mais vraiment typique du Québec où, certes, on veut réussir, on regarde ailleurs les autres entreprises qui ont réussi, on veut réussir comme eux, mais on n'a aucune patience à attendre. Les investisseurs ou les entrepreneurs? Majoritairement les institutions financières traditionnelles, les banques. Pourquoi? Parce que tu es chanceux s'ils te donnent 24 mois pour pouvoir être profitable avec ton projet. Mais moi, je vais te lire quelques statistiques. Spotify, ça a pris 18 ans avant de faire $1 de profit. Tesla, 17 ans. Airbnb et Uber, 14 ans. Amazon, 9 ans. Ces mêmes institutions financières-là se garrochent pour investir dans ces entreprises qui perdaient des milliards parce qu'il y a un potentiel. Ici, c'est comme si on ne croit pas au potentiel de nos entreprises. Donc, on a beaucoup, beaucoup moins de patience. T'sais. Et ça, il y a des entreprises qui ferment prématurément ou qui abandonnent. Moi, j'ai déjà vu plusieurs financements, ils l'ont eu où, là? Ben, aux États-Unis. Oui, mais ça, mais je veux dire, on n'est pas aux États-Unis, regardons ça. Non, mais je vais t'arriver avec pourquoi, avec le point d'après. Un des points qui explique ça, c'est qu'on n'a pas un écosystème profond pour le financement. Donc, tu sais, souvent, on dit « Ah oui, mais il y a un manque de financement ou il y a un problème de prise de risque. » Oui, mais ça, c'est comme le point B. Le point A, c'est qu'aux États-Unis, si tu veux financer, tu as des institutions financières, tu as des fonds de capital de risque, tu as des fonds de croissance, tu as des investisseurs institutionnels, tu as des investisseurs privés, tu as des marchés boursiers profonds, puis tu as tout plein de fonds spécialisés sur les montants que tu as besoin. Tu sais, il y a des fonds qui prêtent juste entre 500 000 puis 1 million. Sur le type d'industrie, il y a des fonds qui prêtent juste à des produits sans gluten, littéralement. Sur le stade de l'entreprise, il y a des fonds qui aiment investir dans les entreprises qui sont dans la marde. Ou il y a des fonds qui aiment investir dans les entreprises dont les fondateurs ont déjà fait faillite. Parce que ça montre que, tu sais, ils savent que ça fait mal un coup de poing dans la gueule. Puis il y a aussi des fonds qui investissent sur la temporalité. Soit un retour dans 24 mois, soit un retour dans 10 ans. Juste prends ton temps, nous, on veut que ça marche. Tu sais, donc ça, tu sais, tout est intrinsèque. Puis, non, mais tu es au courant que le Québec n'a pas les moyens de faire tout ton catalogue de financement différent. 100%, on n'a pas les moyens. Je comprends ce que tu dis, ça plein de ça bon sens. revient à une chronique de la semaine dernière où j'ai dit, il faut connaître notre rôle. Il faut connaître c'est où nos forces et nos faiblesses. Puis si on essaye de jouer Hulk quand t'es pas Hulk, ben c'est sûr que tu perds. Mais c'est ces gens-là qui pourraient financer nos idées puis nos projets. Mais est-ce que la barrière est ouverte? Ben, aujourd'hui, depuis, je te dirais, une bonne dizaine d'années, il y a énormément de travail qui se fait au Québec pour pouvoir justement développer cet écosystème profond. Parce qu'on si on l'a, c'est super, mais si on ne l'a pas... Non, exactement. Puis on peut l'avoir, mais à plus petite échelle aussi. Mais il y a aussi cet aspect, puis c'est avec toi, il me semble, qu'on parlait de la difficulté de gérer l'échec. C'est comme si on a de la difficulté à avoir des entreprises se planter pour éventuellement parce qu'on n'a pas les réussir. moyens d'avoir des échecs, c'est ça aussi? Ben, les deux raisons sont bonnes. C'est sûr qu'il y a le syndrome catholique, là, qui est jamais très loin, chrétien catholique, où il fallait l'échec était mal vu. L'échec était vu comme si tu avais fait quelque chose de mauvais. Quand il y a des entreprises qui ont fermé, disons, quand la pandémie est arrivée, ouais, mais là, c'était pas de leur faute, ils n'ont rien fait de mauvais. C'est juste que, un échec en affaires, oui, des fois, c'est parce qu'il y a une personne qui a pris trop de risques ou ne sait pas ce qu'il a fait. Oui, effectivement, c'est comme ça que tu apprends à marcher. Ben oui. Mais il y a aussi souvent des moments comme les tarifs sont en train de tuer bien des entreprises que le monsieur, madame, tout le monde qui ont lancé ces entreprises-là, ils ont absolument rien cherché. Puis les deux derniers points super importants, syndrome de la girouette. Tous les 5 ou 10 ans, on cherche une nouvelle priorité. Dernièrement, c'était les batteries. Là, j'essaie de voir c'est quoi la nouvelle priorité. Fait qu'à un moment donné, quand tu tires partout, tu tires nulle part. Puis on snob nos compagnies. J'adore ça aux États-Unis, ils appellent ça les boring companies. On snob totalement nos entreprises qui sont considérées plates, sont pas à la mode, c'est pas l'intelligence artificielle. La cimenterie du jour, mettons. Ben écoute, tu sais, un couche-tard, une chaîne de dépanneurs, qui aurait mis du cash là-dedans? Personne. L'année dernière, 3,6 milliards de profit. Je parle de profit, pas des revenus. Ouais. Dollarama, magasin escompte, on riait de ça. Métro des épiciers, on riait de ça. Stella Jones, produits de bois traité, on riait de ça. TFI, transport des camionneurs, 500 millions de profit. Fait qu'à un moment donné, oui, certes, il faut investir dans des entreprises technologiques, il faut investir à l'ère du temps pour pouvoir juste ne pas être en retard, mais arrêtons juste d'investir là-dedans. Regardons aussi peut-être le créateur de litière pour chat à la lavande qui va peut-être devenir un leader mondial. Puis tu sais quoi? Pandémie ou pas, Internet ou pas, intelligence artificielle ou pas, ton chat, il a besoin de litière. Du sucre antique, ça va toujours marcher, ça. Ben oui. Merci, Nicolas Duvernois. Merci à vous. À bientôt.